Never when you talk dirty. Bon, allez, on y va, tu le sais, King. Hey. Là, c'est quand même, on va parler d'une série que moi, j'attendais impatiemment. Parce que moi, je regarde plein de séries, et quand je n'en les chronique pas, c'est vraiment, j'en avais rien à foutre, quoi, tu vois. Bon, donc là, j'espérais quand même que la première incursion de Stallone à la télévision... Alors, il y a des très bonnes choses, hein, des très, très, très bonnes choses dedans. Puis, il y a des choses vraiment pas bien dedans. Et comme j'aime trop Stallone, j'ai pas dit dans le texte les choses que j'aimais pas. Stallone, c'est une légende. Il n'y en a pas 50 des légendes. Et donc, ton rapport à une légende est toujours compliqué. Tu vois, nous, il a marqué notre jeunesse. Donc, on peut pas... Moi, je peux pas... Tu vois, on peut pas me demander d'être froid, genre lucide, genre nuancé. Non, mais si, moi, j'adore Stallone, toi. Donc, rien que je vois sa gueule, je suis content. Je rappelle que j'ai défendu le Samaritain, qui est pourtant peu défendable sur plein d'aspects. Donc, voilà, je tiens à mettre ce disclaimer, quand même, au départ, qui est de dire, je suis un fan de Stallone, je ne vais pas être... tu vois, après, si t'as envie de jouer le pet sec et de chier dessus, tu peux y aller. Mais moi, je vais pas chier sur un mec qui a une carrière comme la sienne et qui a fait des trucs que je considère personnellement comme de purs chefs-d'œuvre. Donc voilà, ok ? Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui on s'attelle, non sans un certain ricanement revanchard, à la série télé sur laquelle fantasmaient depuis plusieurs mois à la fois les nostalgiques non repentis d'un virilisme old school, les apôtres bourrins des yakayos des années 80 que l'alpha male Jack Reacher n'aura qu'à moitié rassasié, les fans inconditionnels comme moi de Stallone qu'on n'en finit pas de vouloir canceller mais qui revient comme un putain de cafard à chaque fois qu'on croit l'avoir buté, mais aussi les apprentis scribouillards pour qui Taylor Sheridan, l'homme qui navigue entre deux mondes qui ne se comprennent plus, représente la panacée de l'écriture scénaristique, ce qui dans l'état actuel de la création audiovisuelle n'est pas totalement faux. Je parle bien sûr de Tulsa King, diffusé sur Paramount+, première série d'un Stallone honteusement écarté d'une célèbre franchise sur la boxe dont il était pourtant la substantifique moelle et qui, contre toute attente, ou pas, s'est avéré être un carton dès son premier épisode, ce qui en fait un pied de nez assez jouissif à tous ses contempteurs. Est-ce à dire que l'association d'une icône vieillissante du cinoche d'action et d'un scénariste profondément ancré dans une Americana dont il ausculte les tourments contemporains suffisait à produire un petit miracle mélancolique et réflexif digne d'un Comancheria ou d'un Yellowstone? Certainement pas. D'abord parce que Sheridan, enchaînant ses propres films, ses nouvelles séries et les spin-offs de ses anciennes, est sans doute trop prolifique, se contentant ici de poser les bases d'un concept fun et d'en écrire le seul premier épisode. Ensuite, parce qu'aussi hype soit-il, il a en face de lui une légende du cinoche qui a cumulé les casquettes d'acteur, scénariste, producteur, réal et monteur, et dont on sait pertinemment qu'il sait ce qu'il veut, en particulier sur sa propre mise en valeur. La fashionista Stallone a eu beau bouffer à tous les râteliers, à l'orée de ses 80 balais, il n'en a pas perdu un certain ego, phagocytant ainsi le projet Tulsa King pour le meilleur et pour le pire, comme pour rappeler à Sheridan qu'on est à son service et non l'inverse. Mais qui pourrait le lui reprocher, tant personne aujourd'hui ne comprend mieux que lui le cortège de mythes qu'il représente. Dwight and Fred, I want you to go to Tulsa. You serious? Need a cab? So, where to, boss? You could earn like crazy. Do whatever you want. I need to see your books. Are you from the government? I just knocked your guard out, and you think I'm a CPA? I might be in charge with almost getting shot, because I don't think that's a crime, even in Oklahoma. Que les choses soient claires, malgré tous mes efforts pour tenter d'être le plus juste possible, il m'est impossible, comme à tous ceux, je crois, dont il a bercé l'enfance, d'avoir beaucoup de recul face à Stallone. D'autant que le charisme du bonhomme s'est bonifié avec l'âge et que chacun des stigmates qui strient sa gueule tapée porte en lui 1000 souvenirs et 1000 émotions. Des émotions que ses alter-ego, Rocky et Rambo, ont explorées parfois jusqu'au sublime et qui transcendent tout ce qu'on a pu lui reprocher en mauvais choix comme en mauvais film. Sans doute est-ce pour cela que chacun de ses projets, quel qu'il soit, jusqu'au récent Samaritain à qui je pardonnais beaucoup de choses, sonne parfois comme de rassurantes madeleines. Dans cette série où il campe un vieux capot de la mafia sorti de tôle après 25 ans et qu'on placardise en l'envoyant seul faire son taf chez les bouseux de l'Oklahoma, il suffit de quelques plans
pour que cette émotion remonte à la surface. La tronche boursouflée, la voix étouffée et rocailleuse, le corps toujours massif, engoncé dans un costume chicose trop petit pour lui, trop serré, comme si la respectabilité tant désirée ne pouvait jamais contenir le gars de la rue. Stallone bouffe l'écran et dévore le sujet de sa propre série pour en devenir lui-même le proto-sujet, comme s'il cherchait encore à créer ce troisième alter ego qu'il a longtemps quêté, mimant son orgueil et ses failles, son sens de l'honneur et sa morale, et qui n'aura jamais été ni Cobra, ni Dredd, ni Spartan, ni même Barneros. Au-delà de ses défauts, et Dieu sait qu'il y en a, Tulsa King a au moins cet énorme mérite d'offrir à Stallone un personnage à sa mesure et qui, de nouveau, lui ressemble. Un personnage de mafieux attachant qu'il a toujours rêvé d'incarner et qui porte en lui sa fierté comme ses regrets, son orgueil comme ses échecs, sa colère contenue comme sa vision ironique du monde. Tu sais comment a été fait comment ça a été produit le truc ? Parce que c'est le genre de truc, bon, alors ça doit être enrobé de romantisme, mais c'est parce que c'est Taylor Sheridan qui a co-créé la série, on en parlera, mais apparemment, c'est marrant, c'est son associé, producteur, qui un jour, le matin, il se rencontre, il lui dit, tu sais, putain, j'ai appris, il avait discuté avec des mecs, il dit que j'ai appris que Stallone, il adorerait, ça fait des années, en fait, qu'il rêverait de faire un gangster dans un truc. Et que Sheridan lui fait « Ah ouais, ok, bon, il se quitte. 16h l'après-midi, hein, même jour. Hein. L'associé, il ouvre son mail et Sheridan, il fait « Bah tiens, lis. » Il a écrit dans la journée l'épisode pilote et le concept du truc. C'est quand même dingue. Alors, ça en dit sur Taylor Sheridan, je pense qu'il est quand même extrêmement prolifique, donc voilà, il fait ces trucs-là. Du coup, malin, le producteur dit « Bah je vais aller contacter... le producteur des Sopranos, de Boardwalk Empire, parce que bon, il connaît cet univers très très bien, et tout ça. On peut voir, le mec, il a dit, ah bah ça, on a le green light direct, faut voir avec Stallone. Stallone, évidemment, on lui offre le truc, tout content. Mais, et ça en dit long, c'est pas mal, moi, je trouve, sur le personnage, parce qu'on passe souvent sur le cinéma américain, toujours à chier sur les séquelles, les suites, sur Rocky 2, 3, 4, 5, 6, tout ce que tu veux. Et lui, il explique, il paraît que Stallone, la première chose qu'il a dit à Taylor Sheridan, il a dit, c'est quoi la longévité ? Et là, Sheridan, il a dit, mais bon, déjà, on fait une saison 1, et puis, si ça marche... Et Stallone dit, non, mais je parle pas de ça. Il dit, c'est quoi la longévité du personnage ? Il a quand même 75 ans, je le rappelle. Mais bon, quand même. Et il dit, je comprends pas. Je dis, mais il va évoluer, vous avez pensé jusqu'à où ? Et là, Sheridan dit, bah, on n'a pas encore forcément réfléchi à jusqu'où ça ira. Et que Stallone aurait dit, ah non, mais il va aller comme ça, puis il va faire comme ça, puis il va faire comme ça. Tu vois, c'est genre, et puis si ça marche pas, mais si ça marche, ça va être comme ça. Et il expliquait qu'en fait, il était, contrairement aux autres, pour lui, il trouve ça génial, les suites et les séquelles. Il dit, mais quand vous avez un bon perso, vous n'avez pas envie d'arrêter de l'explorer, tu vois. Et tu verras, on en parle dans le texte. Et je trouve que là, il a enfin trouvé, malgré tout, un perso un petit peu à sa mesure, quoi. Voilà. C'est dans cette proposition d'un personnage au passif si évocateur qui se confond avec celui de son interprète et qu'il confronte au nouveau monde comme à sa propre histoire que réside la meilleure idée de Taylor Sheridan. Au-delà même de son intrigue archétypale, pour ne pas dire clichetonesque, où bad guys, conflits familiaux et sidekick fandard frôlent la caricature, voire l'assument complètement, tout l'intérêt de la série réside dans le choc culturel, le choc générationnel et le choc géographique qui servent de terreau à ce qui s'apparente plus à une comédie d'action légère et sans grandes ambitions, il faut bien l'avouer, qu'à une série de gangsters violentes et désenchantés. La Cosa Nostra à l'ancienne face au cow-boy redneck, le vieux badass qui balance des punchlines aux millénials fragiles, la violence de la ville face à la nonchalance du bled, tout y passe, parfois avec une finesse du contraste digne d'un Rush Hour, mais franchement, ça marche plutôt pas mal, et c'est souvent drôle, comme cette leçon de conduite que prend Stallone et qui vrille en fusillade sous les yeux paniqués de l'instructeur, ou cette scène où il se défonce à la weed avec des stoners qu'il vient juste d'extorquer. Tu te dis, tu vas chercher Stallone pour faire un truc sur une espèce d'image quelque peu, caricaturale, mais dans le sens plutôt fantasmatique du gangster, de la Cosa Nostra, telle qu'elle a bercé l'imaginaire des gens, et se dire que justement, tu ne vas pas la jouer littéralement au premier degré, comme une espèce de truc jouissif, où tu te dis, tu vois, tous ces fantasmes qu'on a pu voir sur la Cosa Nostra, et tu dis, au contraire, ce mec va confronter une image fantasmatique datée, probablement, par rapport à l'évolution du monde aujourd'hui.
Et dès le premier épisode, et je pense que il se serait bien occupé de cette série, en fait, il en aurait écrit tous les épisodes, il l'aurait probablement emmené dans une direction un peu plus intéressante, avec une plus grande réflexion sur le crépuscule des mythes, et ça aurait été quelque chose de vraiment intéressant. Sauf que bon, il a écrit le premier épisode, et dès le premier épisode, tu te dis, oh putain, ça va pas voler haut. Et déjà, on est dans pas mal de caricatures, et de personnages caricaturaux, mais le plus évident, c'est dès le départ, où, bon, moi, ça m'a fait rire, hein, mais ça m'a fait rire comme quand je me moque un peu. C'est Stallone qui sort à peine de tôle, qui est dans la bagnole, qui regarde le monde à travers la fenêtre, et qui, truc improbable, voit deux mecs qui font de la réalité virtuelle dans la rue, et qui fait... et là, tu fais « What ?» Genre, moi, j'étais mort de même. Là, attention, les mecs, là, si vous allez sur cette pente, elle va être glissante. Bon, là, il l'assume. Et comme la série assume cette suspension d'incrédulité totalement improbable, qui est de considérer que parce qu'il a passé 25 ans de tôle, il est quasiment au courant de strictement rien de ce qui s'est passé dans le monde. Genre, il découvre le portable pour la première fois, il sait pas ce que c'est une app, enfin, des trucs à la con que n'importe quel mec en tôle connaît ou a vu à la télé. Bon, bref. Dans ces 4 ou 5 premiers épisodes, où les maigres enjeux pointent à peine le bout de leur pif, et où Stallone s'amuse à constituer une crew improbable et jouissive, tout ne tient que sur... Dans ces 4 ou 5 premiers épisodes, où les maigres enjeux pointent à peine le bout de leur pif, et où Stallone s'amuse à constituer une équipe improbable et jouissive, tout ne tient que sur ces petits contrastes ironiques, voire sarcastiques, même si pour la énième fois, il tente d'injecter un peu d'émotion dans un sempiternel conflit familial avec sa progéniture éloignée. Et puis, à la moitié de la saison, soudain, le choc goguenard des cultures s'arrête et la série se focalise davantage sur son intrigue, comme si le risque de patiner sur le sujet se faisait sentir. On se dit d'abord que c'est un peu chiant, avant de vite comprendre qu'une seconde couche narquoise pointe son nez, à savoir la glorification absolue et sans complexe de la figure du gangster, qui balance aux chiottes l'hypocrite profession de foi moralisatrice qui introduit la série. Mais tu l'acceptes, tu dis c'est pas grave, parce que tu vois bien, pour moi je voyais ça, c'est-à-dire que premier épisode, je me suis dit, ça va pas aller dans la finesse, ça c'est clair. 2, je me suis dit, bon, ça va être basé sur le choc culturel, parce que c'est que ça, puisque tout ce qui a trait à sa famille de mafieux comme à sa famille personnelle, c'est à la truelle. Hein. On est vraiment sur le code ultra caricatural. Et je me dis, mais bon, lui donner sa chance, c'est quand même marrant. Et puis Stallone, il est rigolo de se fighter les millénials et tout ce que tu veux. Et effectivement, après, plus la série avance, là, tu te dis au bout de 2-3 épisodes, et c'est drôle. En fait, il faut voir les épisodes parce que t'as des trucs qui sont vraiment marrants. Genre, la première chose qu'il fait quand il arrive à Tulsa, c'est genre... Ah ouais, les mecs qui vendent de la weed, alors il sait pas qu'il y a des trucs qui vendent de la weed légalement, il va voir les mecs, il va dire, bah tu vas me donner 30%, le mec il fait, what the fuck, est-ce que j'ai le choix? Absolument pas, allez on se serre la main, le truc s'embraye, moi je voyais pas forcément, parce que tu vas pas forcément venir au tout début, c'est que pour constituer sa mafia, en fait il va prendre... mais que des mecs absurdes. Donc il va aller te prendre le vendeur de weed, il va te prendre un black qu'il a rencontré à l'aéroport, il va aller te prendre un barman improbable, des vieux cow-boys et tout, et ça va constituer petit à petit une team complètement délire qui va devenir son truc. Le perso en proie au doute et au remords, affirmant qu'il a gâché sa vie en tôle au point de ne pas connaître ses petits-enfants, devient soudain l'idole des Jones, comme dans un bon vieux Steven, suscitant l'admiration de ceux qu'il a forcé à bosser pour lui, se tapant une quadra incapable de résister à ses charmes, bombant le torse devant des flics qui s'écrasent et obligeant sa team à se faire pousser des couilles, c'est lui qui le dit littéralement, au point de transformer un père de famille soumis à sa femme en macho qui lui rappelle que c'est pas elle qui porte la culotte. Bref, un délire improbable et hors du temps qui fera grincer les dents de certains, mais qui s'avère forcément jubilatoire, à travers lequel on imagine bien Stallone ignorer le postulat de Sheridan pour amener le perso dans sa vision totalement assumée de l'alpha male et au détriment de ses détracteurs, donner envie à son public, qu'il connaît bien, de devenir un putain de gangster. Une sorte de respect pour la fascination que le genre a toujours suscité, qu'il encapsule dans une ch'tite morale en forme de disclaimer, mais qui ne fait guère illusion. Et oui, c'est vrai ça quand même. Moi c'est ce que je me dis quand je voyais des mecs qui étaient excités à l'idée que Sheridan fasse une série avec Stallone, mais j'étais là...
Calmez-vous les mecs. C'est qui Sheridan quand t'as un mec qui en a plus rien à branler, en fait, entre guillemets, comme Stallone. C'est-à-dire maintenant, il fait un truc, c'est je fais le truc. Et tu sens trop que c'est ça, en fait. Tu sens trop que la série, l'autre, il a posé des bases, qui allait peut-être donner un truc qui pouvait, en tout cas, donner quelque chose très... même s'il y a plus d'humour, probablement, que dans du Comancheria ou des choses comme ça, ou Yellowstone, ça aurait pu donner un truc qui partait dans une direction intéressante sur deux mondes, sur aussi ce que représente un mythe, ce que représente une légende, sur plein de choses. Et disons que ça vire à l'ego trip pantalonnade un peu. Donc, avec ses super bons côtés, mais aussi ses mauvais. En fait, du coup, ça devient une série qui n'est pas une série de Sheridan et qui est vraiment plus, pour moi, une série de Stallone. Bref, je suis déjà trop long, donc je causerai en live des défauts de la série, mais peut-être cette omission est-elle révélatrice, puisqu'au final, malgré tout ce qu'on pourra lui reprocher, moi le premier, Tulsa King, ne serait-ce que par son humour, son état d'esprit, ses persos parfois joyeusement débiles, et la présence littéralement monstrueuse d'un Stallone occupant tout l'espace, file franchement la banane. Vous pouvez me rétorquer que je n'ai pas de recul, mais je l'ai dit dès le départ, et en ce qui concerne Stallone, je l'assume parfaitement. C'est ultra galvaudé, mais quand Stallone joue l'émotion, putain, mais il joue super bien. C'est un truc de ouf, moi ce mec je trouve qu'il joue super bien. Il y a des moments où t'es sur sa gueule, il est là, il est triste, et il essaye de parler, il n'y arrive pas. Et il y a une justesse que je trouve plus. Donc, des fois tu te dis, ouais, putain, le scénario est pourri sur certains trucs, mais en même temps, il incarne tellement ce truc-là qu'il t'embarque. Tu vois, je fais quand même une petite ode à Stallone. J'ai fait une petite ode à Stallone. Et je te parle même pas du truc que je vais expédier en 3 secondes et demie. De la réalisation, non? Qui est la réal. C'est dégueulasse, quoi. Ah non, mais c'est dégueulasse, du début à la fin. Là, tu vois la série de ça, tu te dis, mais putain, c'est Rick Hunter, quoi. Je suis reparti au début des années 80, c'est des décors minimalistes, dégueulasses, il y a quasi pas de scène en extérieur, donc t'as le sale establishing suivi de l'intérieur décor mal éclairé. J'ai rarement vu ça, c'est vraiment, il y a deux valeurs de plan, et le plan large, le plan serré, t'as fait le plan large, t'as fait le plan serré. Et j'étais là, oh putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc, même Jack Reacher, qui était dans le genre assez basique, oulala, avec quelques audaces de plans de temps en temps. Dans celui-là, mais c'est que dalle. T'as l'impression que ça a vraiment été torché par des papis de 80 balais qui ont ouais, j'ai 50 ans de téléfilm derrière moi, je vais pas m'emmerder. Hein. Donc, mais t'es vraiment dans ça. Ce n'est pas défendable en réel. C'est moyennement défendable en scénar. Mais si tu t'attendais pas à ce que ça devienne un truc de Yakayo, bah t'es content. Moi, je suis content. Alors, je préfère oublier ce que ça aurait pu être, qui aurait pu être génial. Ça aurait pu être une grande série. C'est pas du tout une grande série. C'est hyper light, hyper léger, hyper... on est là pour rigoler et faire des blagues. Voilà. Ça s'arrête là. Voilà, sur ce, la Minute Yannick Dahan, c'est terminé. On vient de discuter pendant 3 minutes sur ce qu'on allait faire, mais on sait pas parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Donc, on essaiera de rattraper peut-être des films qu'on a ratés à la sortie salle, ou d'autres films d'ailleurs, parce qu'il y a des ailleurs qui sont bien plus intéressants que le cinéma dont on nous bassine. Ici, vous m'avez compris, vous me voyez venir, donc ça ne saurait tarder à ce que je mette un peu de Shah Rukh Khan et de Ram Charan et de Salman Khan dans cette émission. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, on ne sait pas ce que ce sera, mais ce sera. Allez, à la semaine prochaine.